La moquette épaisse, d'un gris anthracite immaculé, étouffait le bruit des pas dans le bureau du maître Dubois, perché au 50e étage d'un gratte-ciel de Manhattan. Dehors, l'agitation de New York semblait lointaine, confinée derrière des baies vitrées qui offraient une vue imprenable, mais glaciale, sur l'horizon. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus réfrigérante. Nous étions réunis pour la lecture du testament de mon oncle, Richard Harrington, le patriarche silencieux dont l'argent avait toujours servi de ciment et, paradoxalement, de poison à cette famille. G était assise à l'extrémité de la longue table en acajou, face à Sarah Jenkins, ma cousine, celle qui avait méthodiquement orchestré mon exclusion sociale au fil des ans. Elle portait un tailleur Chanel d'un noir impeccable et affichait cette expression de deuil parfait, mêlant la tristesse appropriée à une sérénité arrogante, celle de l'héritière légitime et incontestée. Durant toutes ces années, Sarah avait brillé. Elle était la perfection incarnée. Études prestigieuses, mariage réussi, et surtout, la favorite incontestée de mon oncle Richard, qu'elle avait assisté dans ces dernières années. Moi, Elise Harrington, jaillie, était devenue, par son travail acharné de dénigrement, la brebis galeuse de la famille. Le mouton noir sans ambition ni cœur, celle qu'on invitait par obligation, mais qu'on traitait avec une pitié condescendante. Chaque Noël, chaque dîner d'anniversaire, chaque réunion de famille, était l'occasion pour Sarah de me lancer une pique subtile mais dévastatrice, me rappelant mon statut de marginal. J'avais encaissé ces années de douleur invisible, serrant les dents, me forçant à croire que leur mépris-haine était qu'une projection de leur propre faiblesse. Maître Dubois, un homme sec au costume bleu marine impeccable, éclaircit sa gorge avec le bruit d'un papier froissé. Il tenait entre ses mains le document final, le verdict qui allait sceller le destin financier mais surtout symbolique, de chacun d'entre nous. Les clauses précédentes avaient été lues avec une neutralité ennuyeuse. Legs aux œuvres de charité, répartition des actions mineures. Puis, il arriva au cœur du document, celui qui concernait les principaux héritiers. Sarah Jenkins y figurait évidemment, recevant le contrôle de la majorité des actifs familiaux. Elle inclina la tête modestement, savourant l'instant. Je savais ce qui venait. Sarah avait passé les 6 derniers mois de la vie de mon oncle à l'isoler et à le manipuler, le convainquant que seule sa gestion rigoureuse pouvait sauver l'héritage. Et pour cela, il fallait écarter ceux qu'elle jugeait incompétents, ou, pire, indignes. Ce jour-là, l'humiliation publique était pas seulement implicite. Elle était inscrite noir sur blanc, dictée par la voix de mon oncle, mais écrite par la haine de ma cousine. Maître Dubois ajusta ses lunettes cerclées d'or et commença la lecture de la clause finale me concernant, sa voix résonnant dans le silence absolu du bureau. Concernant Elise Harrington, ma nièce. Il y eut une pause dramatique, Lee, écho du prénom, semblant flotter au-dessus de la table. Bien que je lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures, mon cœur, hélas, n'a jamais pu se connecter à sa nature froide. Son détachement constant face aux besoins familiaux, son manque d'empathie manifeste, et son absence de gratitude pour les opportunités qui lui ont été offertes, me contraignent à limiter sa part. Je la considère en vérité comme la brebis galeuse sans cœur de la famille. Par conséquent, elle recevra la somme forfaitaire de $100 000, avec l'espoir que cette somme lui apporte la stabilité qu'elle n'a jamais trouvée, mais sans aucune part de l'entreprise Harrington & Co. Le choc ne fut pas l'annonce de la petite somme, mais la brutalité des mots. Être appelée la brebis galeuse sans cœur, devant le notaire et toute la famille rassemblée, Médéia, était le coup de grâce, l'officialisation de mon statut de paria. C, était la confirmation que les mensonges et les insinuations de Sarah avaient détruit ma réputation jusqu'à la tombe de mon oncle. Les $100 000 étaient une aumône destinée à souligner mon échec. Je sentis mes joues s'empourprer. Une bouffée de chaleur monta dans ma poitrine. Non pas de honte mais d'une rage sourde et ancienne. Je me suis efforcée de garder mon visage neutre. Mais à l'intérieur, le barrage de ma patience venait de céder. Mon regard croisa celui de Sarah, assise juste en face. Elle ne pouvait pas s'empêcher de savourer l'instant. Son sourire était infime, à peine perceptible, un mouvement du coin de sa lèvre supérieure qui trahissait une joie pure et venimeuse. C, était le sourire de l'agresseur qui vient de remporter sa victoire finale, le sceau de son œuvre de destruction. Ce geste, ce petit rictus triomphal, fut l'humiliation publique de trop. J'avais enduré tant d'années de mépris silencieux, tant de regards en coin, tant de mots mesquins, mais entendre mon oncle, même manipulé, utiliser ces termes devant le monde, me brisa. J'ai senti la douleur familière, l'aiguillon de la trahison et de l'injustice, me transpercer. Mais cette fois, elle était différente. Elle était froide, tranchante, et elle a solidifié la résolution que j'avais portée en moi, comme un secret lourd depuis des mois. Mon corps était immobile, mais mon esprit bouillait d'une certitude glaciale. Elle croyait avoir gagné. Elle pensait m'avoir réduite au silence pour toujours. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais conservé en secret l'enregistrement de ses aveux de fraude. La pièce était plongée dans un silence lourd après la lecture du maître Dubois. C, était le silence que l'on observe après un coup fatal. Personne n'osait me regarder directement mais je sentais leur jugement voler autour de moi.
Mon cousin Charles tout sauta nerveusement, et tante Hélène détourna le regard vers la fenêtre, refusant d'Harry, être témoin de ma chute officielle. Tous étaient complices de ce mépris, ayant accepté la narration de Sarah sans jamais chercher la vérité. Maître Dubois s'apprêtait à refermer le dossier, considérant la session comme terminée. Il attendait ma réaction, probablement une explosion de colère ou des larmes, les réactions prévisibles de la brebis galeuse. Mais Elise Harrington, la brebis galeuse, avait disparu. À sa place, il y avait une femme dont les mains, posées sur la table, ne tremblaient absolument pas. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le cuir de ma chaise sous mes doigts. Le moment était parfait, cruellement parfait. Sarah venait de se positionner au sommet, et la chute n'en serait que plus vertigineuse. Maître Dubois, dis-je. Ma voix était étonnamment calme et claire, tranchant le silence comme une lame de rasoir sur le verre. Mon timbre bas et assuré surprit tout le monde. Sarah, qui était en train de ramasser ses papiers avec une délicatesse feinte, leva les yeux vers moi, un sourcil levé d'agacement. Elle détestait que je prenne la parole, surtout sans permission. « Oui, Madame Harrington ?» répondit le notaire, manifestement surpris par mon ton posé. « Avant que vous ne scelliez définitivement ce document, il y a un élément d'information crucial que je dois porter à votre connaissance, continuai-je, ne rompant jamais le contact visuel avec Sarah. Mon regard disait clairement, la partie n'est pas terminée. Sarah intervint immédiatement, son masque de perfection se fissurant légèrement. Élise, tu as entendu tonton Richard. La générosité est une chose, mais la rancœur en est une autre. Ne gâchons pas davantage le temps de Maître Dubois. Sa voix était douce, mais sa menace était palpable. Elle me rappelait que J était la petite sœur bruyante et que je devais me taire. Je l'ignorais complètement. Mon oncle m'avait qualifié de sans cœur. Il était temps de montrer qui Lee était vraiment. Cet élément concerne l'intégrité financière des derniers mois de M. Richard Harrington. Il concerne plus précisément les manipulations comptables qui ont précipité sa récente maladie, déclarai-je. À ce moment précis, un frisson traversa l'assemblée. Maître Dubois se redressa, la neutralité ayant disparu de son visage. Sarah, elle, s'immobilisa complètement. Son sourire sieuès était figé, remplacé par une expression d'alerte absolue. Elle était passée de la triomphatrice à la bête traquée en l'espace de quelques mots. « Je ne comprends pas, Élise, » dit Sarah, sa voix devenant soudainement forcée. « De quelle manipulation parles-tu ? Tu n'as jamais été impliquée dans les affaires de l'entreprise. » Elle essayait de me discréditer immédiatement, de me renvoyer à mon rôle de marginale ignorante. « C'est exact, je n'étais pas impliquée, » répondis-je, un léger sourire flottant sur mes lèvres pour la première fois. Était un sourire froid, prédateur, mais j'ai écouté. Et j'ai agi. Je me penchai légèrement en avant, posant mes deux mains sur la table en acajou. Le moment de la vérité était arrivé. Le poids des années de mépris, de la douleur invisible, se transformait en une force implacable. J'ai conservé en secret l'enregistrement de ces aveux de fraude, Sarah, révélai-je. Le silence qui s'ensuivit fut d'une densité physique. Il n'y avait plus le bruit lointain des klaxons, plus de murmures. Était un vide sonore où seule l'accélération de mon propre cœur était audible. Maître Dubois, comprenant l'énormité de l'accusation, ouvrit de grands yeux. Un enregistrement, Madame Harrington, s'il vous plaît, expliquez-vous. Sarah, le visage blanchi sous son fond de teint parfait, tenta une dernière manœuvre désespérée. C'est absurde! Élise est instable. Elle essaye juste de salir la mémoire de Richard par pure jalousie. Ce sont des mensonges! Elle se tourna vers le notaire cherchant son soutien. Maître, écoutez pas cette folle! Non, ce ne sont pas des mensonges, Sarah. Ce sont tes propres mots, rétorquai-je, tirant de mon sac à main un petit enregistreur numérique discret, que je plaçais doucement au centre de la table. L'objet, minuscule et noir, devint instantanément le point focal de l'univers. Il y a 2 mois, lorsque tu étais certaine que personne ne t'écoutait dans la bibliothèque de Richard, tu as avoué à voix haute comment tu avais dévié des fonds pour couvrir tes propres dettes de jeu, et comment tu avais falsifié les bilans pour faire croire que l'entreprise était en faillite imminente, l'expliquai-je, gardant ma voix douce et contrôlée. Tu as dit que tu devais le faire pour protéger ta part, et que personne ne le saurait jamais, parce que Richard était trop faible pour vérifier. Les yeux de Sarah passèrent de la panique à la haine la plus pure fixée sur moi. Elle semblait sur le point de se lever et de m'agresser physiquement. J'ai appuyé sur le bouton « Play ». Les premières secondes étaient statiques, puis la voix claire et parfaitement reconnaissable de Sarah Jenkins, légèrement étouffée mais distincte, envahit la pièce. Je ne pouvais pas le laisser découvrir l'ampleur du trou. J'ai dû manipuler les chiffres. Il aurait tout perdu, nous aurions tout perdu si je n'avais pas pris ces mesures préventives. C'est de l'argent qui va revenir, mais en attendant je suis la seule à le savoir. Il est trop sénile, de toute façon il me fait confiance. Ce vieux fou pense que c'est la fatigue qui le fait douter des comptes. Le silence après la révélation était d'une intensité que je n'avais jamais connue. Était un silence lourd,
absolu, où l'air lui-même semblait être retiré. La famille, qui quelques minutes auparavant m'avait jugé comme la paria sans cœur, était figée. Leur regard était déplacé de moi à Sarah. Puis au petit enregistreur qui venait de cracher la vérité la plus cruelle. Sarah Jenkins, l'icône de la perfection et de la moralité familiale, était exposée. Les mots lus par Maître Dubois, décrivant Élise comme la brebis galeuse, venaient de se retourner contre leur véritable auteur. J'ai arrêté l'enregistrement et l'ai fait glisser vers Maître Dubois. Voici la vérité, maître. La vérité que ma cousine a enterrée sous des couches de mensonges et de manipulation. Le notaire attrapa l'enregistreur. Ses mains tremblantes. Il regarda Sarah, dont le visage était désormais un masque de fureur et de défaite. Ce jour-là, tout a changé, me dis-je intérieurement. Non pas pour moi, mais pour l'agresseur enfin exposé. La salle est devenue silencieuse, et dans ce silence, j'ai retrouvé ma voix. Mon cœur, souvent qualifié de froid, battait enfin libre. J'ai arrêté l'enregistrement et l'ai fait glisser vers Maître Dubois. Voici la vérité, maître. La vérité que ma cousine a enterrée sous des couches de mensonges et de manipulation. Le notaire attrapa l'enregistreur. Ses mains tremblantes. Il regarda Sarah, dont le visage était désormais un masque de fureur et de défaite. Ce jour-là, tout a changé, me dis-je intérieurement. Non pas pour moi, mais pour l'agresseur enfin exposé. La salle est devenue silencieuse, et dans ce silence, j'ai retrouvé ma voix. Mon cœur, souvent qualifié de froid, battait enfin libre. Le silence qui suivit fut d'une nature différente de celui qui avait précédé. Ce haine était plus le silence respectueux étendu de l'attente, mais le vide glacial du scandale. Elle, épaisse moquette anthracite, d'habitude si efficace pour amortir les sons, semblait maintenant amplifier le sifflement aigu de l'air conditionné, le rendant insupportable. Je pouvais sentir l'odeur du cuir neuf et de l'encre fraîche, des odeurs d'ordre et de légalité, désormais souillées par l'aveu de criminalité. Sarah Jenkins, l'incarnation de la réussite et de la vertu, avait cessé de respirer normalement. Son teint, qui quelques minutes auparavant était parfaitement uniforme grâce à des soins coûteux, était devenu une mosaïque de rougeur et de pâleur. Ses yeux, habituellement si précis et calculateurs, était injectée d'une fureur qui frôlait la démence. Elle était plus l'héritière élégante, mais une prédatrice acculée dans un coin, la bave aux lèvres. « C'est une fabrication !» hurla-t-elle soudain, brisant la chape de silence avec une violence inouïe. Elle se leva si brusquement que sa chaise en cuir lourd bascula en arrière, frappant le sol avec un bruit sourd et incongru. « Tu as trafiqué ça, Élise. Tu as toujours été jalouse. Tu as toujours été l'ombre maléfique de cette famille. Et tu essayes maintenant de voler ce qui me revient de droit par la diffamation. » Sa voix tremblait d'une rage incontrôlée, exposant une vulnérabilité qu'elle avait passé 30 ans à masquer. Était la première fois que je voyais Sarah perdre son sang-froid, et la vision était étrangement satisfaisante. « Calmez-vous, Madame Jenkins !» intervint Maître Dubois, dont le professionnalisme, malgré son choc évident, reprenait le dessus. Il avait posé l'enregistreur sur un sous-main pour ne pas le contaminer d'empreintes, et l'observait avec la gravité d'un objet explosif. Les accusations sont extrêmement sérieuses. Si ce document est authentique, il l'est, maître, l'assurai-je, ma propre voix restant étonnamment posée, un contraste parfait avec la tempête que Sarah laissait exploser. J'avais attendu ce moment si longtemps que j'avais développé une sérénité presque surnaturelle. L'enregistrement a été effectué il y a exactement 65 jours. Sarah se plaignait à elle-même, ou plutôt au miroir de la bibliothèque de mon oncle, qu'elle avait dû transférer une somme considérable de Harrington & Co. pour couvrir ses pertes personnelles avant que Richard ne découvre l'état réel de sa fortune. Je fixais Sarah, qui me regardait avec une intensité meurtrière. « Tu as non seulement détourné l'argent de l'entreprise, Sarah, mais tu as aussi fait croire à Richard que sa propre confusion et son état de santé fragile étaient la cause de l'anomalie des comptes. Tu l'as manipulé à ce qu'il doute de sa propre raison. » Mon cousin Charles, assis à ma droite, se gratta la nuque, le visage pâle. Il ne regardait ni moi, ni Sarah, mais le motif compliqué du tapis. Tante Hélène, qui avait toujours vénéré Sarah comme l'exemple parfait, portait une main à sa bouche, ses yeux remplis. Ardeur financière et la passion pour la réussite avaient construit un empire que l'on croyait inébranlable. Maître Dubois, dont la voix était sèche et professionnelle, venait de lire les clauses les plus importantes, celles qui définissaient les legs majeurs, et il arrivait maintenant à la section me concernant. Le silence dans la pièce était épaissi, l'air presque palpable avec l'anticipation et la mauvaise volonté. Concernant mademoiselle Élise Harrington, commença Maître Dubois. Ajustant ses lunettes et posant un regard neutre mais légèrement désolé sur moi, mon client a été très clair sur ses intentions. Sarah Jenkins, assise en face de moi, les mains jointes sur ses genoux dans une pose de piété feinte, se pencha légèrement en avant. Son sourire, habituellement un masque de perfection, se fendit pour laisser transparaître une pointe de cruauté pure. Était le moment qu'elle attendait. L'apothéose de ces années de mépris soigneusement cultivées. Le notaire poursuivit, sa voix monotone contrastant avec la violence des mots. En raison de l'éloignement prolongé d'Élise, de son manque d'intérêt constant pour les affaires de la famille, et de ce que Richard appelait, je cite,
sa froideur âme, face aux difficultés que nous avons traversées, il a décidé que l'héritage matériel ne lui serait pas accordé. Il lui lègue symboliquement la vieille boîte à musique de sa mère, et une somme de $10 000, à condition qu'elle s'engage à ne jamais contester les dispositions testamentaires restantes. $10 000. Une insulte mesurée à l'aune de la fortune de Richard. Mais au-delà de l'argent, était la description sa froideur âme qui me poignardait. Était la dernière fois que l'ombre de Richard, manipulée par Sarah, me rejetait, m'humiliait publiquement devant la famille. Sarah avait réussi à me faire passer, même dans la mort du patriarche, pour la brebis galeuse sans cœur de la famille. Celle qui avait volontairement abandonné les siens. Mon cœur battait un rythme lourd et sourd dans ma poitrine. Mais mon visage, entraîné par des années de nécessité, ne trahissait aucune émotion. Je fixais un point invisible sur le mur derrière Sarah. Je sentais la chaleur de la colère monter dans mes veines, une vague bouillonnante qui menaçait de me submerger, mais je la retenais, la transformant en une lame de glace implacable. J'avais attendu ce jour, non pour l'héritage, mais pour la confrontation, pour la vérité. « Avez-vous compris les termes, mademoiselle Harrington ?» demanda maître Dubois, son ton dénué de jugement, mais chargé de formalité. « Parfaitement, maître, » répondis-je, ma voix basse et étonnamment stable. La sérénité de ma réponse sembla presque décevoir Sarah. Elle s'attendait à des larmes, à de la fureur, à une protestation qui aurait confirmé son récit de ma supposée instabilité. Mais elle n'obtint qu'un silence de ma part, un calme qui masquait l'orage. L'humiliation était faite. L'injustice avait été prononcée devant tous. Était l'aboutissement de tout ce que Sarah avait patiemment construit depuis des années, me salissant auprès de Richard, me faisant endosser la responsabilité de sa distance émotionnelle et, finalement, de l'effondrement moral qui avait précédé sa crise cardiaque. Mon regard dériva vers Sarah. Elle ne pouvait s'empêcher de jouir de son triomphe. Ses yeux brillaient, et elle esquissa un mouvement de tête imperceptible, comme pour me dire « Tu vois, Élise ? J'ai gagné. Tu es la paria, et je suis l'héritière légitime. » C'est à ce moment précis, alors que la douleur et l'ignominie de l'aile, étiquette de brebis galeuse sans cœur, me brûlaient la gorge, que je me suis raccrochée à la chose que j'avais gardée en secret pendant si longs mois. La preuve. Elle reposait, invisible mais pesant une tonne, dans la poche intérieure de mon manteau, sous la forme d'une petite clé USB noire. Je fermai brièvement les yeux, revivant mentalement la scène où j'avais obtenu cet enregistrement. Ces lits frais étaient l'hiver dernier, après une nuit de beuverie dans le luxueux appartement de Sarah à Miami. Elle, croyant que je dormais après avoir faim, épuisement, était mise à parler au téléphone avec son amant, un trader véreux. Elle décrivait avec une arrogance terrifiante comment elle avait systématiquement siphonné les fonds d'investissement personnels de Richard Harrington, le faisant investir dans des schémas pyramidaux douteux, déguisés en opérations légitimes. Il était si faible, si crédule, avait-elle murmuré dans le combiné, sa voix gorgée d'un mépris glacé. Quand il a commencé à avoir des doutes sur l'argent disparu, je lui ai dit que Lady était Élise, que Lady était elle qui avait mal géré ses procurations. Il m'a cru, bien sûr. Il voulait tellement me croire. Ces crises de panique sont devenues si fréquentes après ça. J'ai juste aidé le destin à faire son travail. Chaque mot prononcé par Sarah avait été capturé par l'enregistreur vocal sophistiqué que j'avais placé sous le canapé. Je n'avais pas bougé, la gorge nouée par l'horreur. J'avais découvert la vérité. Sarah N. était pas seulement une manipulatrice sociale, elle était une criminelle financière qui avait précipité la chute et la mort de Richard Harrington. Cette nuit-là, j'avais juré de garder ce secret. Je n'avais pas agi immédiatement. J'avais attendu le moment où la révélation ferait le plus de dégâts à son image impeccable. Le moment où elle serait au sommet de sa gloire illusoire. Ce jour-là, dans le bureau du notaire, était ce moment. Maître Dubois tourna la page, s'apprêtant à lire la partie la plus substantielle du testament, celle qui transférait la majorité des actifs, y compris le contrôle majoritaire de Harrington Global, à Sarah Jenkins. Le notaire éclaircit la gorge, le ton de sa voix prenant une solennité plus grande, la solennité des milliards en jeu. Nous arrivons maintenant aux dispositions principales. Richard Harrington lègue la quasi-totalité de ses parts dans Harrington Global, ainsi que ses biens immobiliers majeurs et ses comptes de placement, à sa nièce, mademoiselle Sarah Jenkins, en reconnaissance de sa loyauté sans faille et de son soutien indéfectible durant ces dernières années. Sarah ne put contenir un soupir de satisfaction, tirant un petit mouchoir de dentelle pour essuyer une larme de crocodile parfaitement chronométrée. Elle incarnait la gratitude et le deuil, la nièce modèle qui recevait la récompense méritée de sa dévotion. Était le sommet de sa mascarade. Mademoiselle Jenkins, pour finaliser l'acceptation de ses dispositions, commença Maître Dubois, tendant déjà une feuille vers elle, le document qui allait sceller sa victoire. C'est là que j'ai agi. Lentement, avec une précision calculée, je me suis levée de ma chaise. Le grincement léger des pieds de la chaise sur la moquette épaisse me sembla assourdissant dans le silence de la pièce. Tous les regards, ceux du notaire, de Sarah, et des quelques avocats silencieux présents comme témoins, se sont tournés vers moi, interrogateurs et surpris. J'avais été si passive, si effacée, que mon mouvement était une anomalie. Sarah me lança un regard perçant.
un mélange d'agacement et de menaces silencieuses. Assieds-toi, Élise. Ne gâche pas mon moment. Mademoiselle Harrington? Demanda Maître Dubois, la plume suspendue au-dessus du papier. Je m'avançai d'un pas, posant mes mains à plat sur la table en acajou poli, m'appuyant légèrement sur mes jointures. J'ai regardé Sarah droit dans les yeux, son masque de perfection se fissurant sous l'intensité de mon regard. Elle ne voyait plus la brebis galeuse, mais quelque chose de bien plus dangereux. Maître Dubois, commençai-je. Ma voix était claire, posée, et portait une autorité que personne dans cette salle ne m'avait jamais reconnue auparavant. Avant que nous ne finalisions ces dispositions testamentaires, et avant que mademoiselle Jenkins ne mette son nom sur ces documents, il y a un élément d'information critique qui doit être porté à votre connaissance. Le notaire fronça les sourcils, manifestement déstabilisé par cette interruption inattendue. Mademoiselle Harrington, nous sommes en pleine lecture d'un document légal et finalisé. Si vous avez une contestation, elle doit être formulée par écrit à un stade ultérieur. Non, maître, insistai-je, secouant doucement la tête. Il ne s'agit pas d'une simple contestation de ma part. Il s'agit d'une information concernant la base même de la succession et la relation de Richard Harrington avec sa nièce, Sarah Jenkins. Une information qui, je vous l'assure, invalide non seulement l'esprit, mais la légalité de ses legs en faveur de Sarah. Sarah, dont le teint avait pâli subitement, tenta de prendre la parole, son ton devenant strident. Élise, arrête immédiatement cette mascarade. Tu n'as aucune preuve. Tu essaies juste de voler l'héritage par jalousie. Je ne lui accordais pas le luxe d'un regard. Je maintenais mon attention sur Maître Dubois, l'homme dont le devoir était de faire respecter la loi. Sarah vient d'affirmer que je n'ai aucune preuve. C'est là où elle se trompe, maître. J'ai conservé en secret l'enregistrement de ses aveux. Le mot « enregistrement » résonna dans le silence soudain. Maître Dubois se redressa, sa posture passant de l'ennui formel à l'inquiétude professionnelle. Un enregistrement? Dans un contexte de testament et de milliards, cela signifiait potentiellement un scandale majeur. Quel type d'aveu, mademoiselle Harrington? Demanda le notaire, sa voix se faisant plus prudente, plus aiguisée. Je sortis la petite clé USB noire de ma poche intérieure. Elle était froide et lisse sous mes doigts. C était l'outil de ma libération, la destruction de l'agresseur. L'enregistrement, maître, contient les aveux détaillés de mademoiselle Jenkins concernant la fraude financière qu'elle a orchestrée contre Richard Harrington, déclarai-je, ma voix ne tremblant pas. Elle y explique comment elle a manipulé les placements de mon oncle, le ruinant partiellement, et comment elle a ensuite retourné Richard contre moi pour couvrir ses traces. C'est elle qui a précipité son déclin de santé et, indirectement, sa mort. La réaction de Sarah fut immédiate et spectaculaire. Elle se leva d'un bond, frappant la table avec une telle force que les verres d'eau tremblèrent. Le masque était tombé. Elle était plus la nièce éplorée, mais une femme prise au piège. C'est un mensonge! C'est une contrefaçon! Hurla-t-elle, ses yeux injectés de panique. Elle se tourna vers Maître Dubois. Maître, elle essaye de faire chanter la famille! Elle est instable! Vous avez lu le testament! Maître Dubois, expert en gestion de crise familiale mais rarement confronté à une accusation de cette ampleur, leva une main autoritaire pour calmer Sarah. Mademoiselle Jenkins, veuillez vous asseoir. Mademoiselle Harrington, si vous détenez une preuve de fraude affectant la succession, c'est une affaire extrêmement sérieuse qui nous oblige à suspendre la lecture immédiatement. Je glissai la clé USB vers lui, la faisant glisser sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle atteigne ses doigts. Je vous prie de l'aine, écoutez, maître. L'audio est d'une clarté parfaite. Le notaire ramassa l'objet, le fixant comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Il hésita un instant, le poids du secret entre mes mains et ses sazars. Il comprenait ce que cela signifiait. Si mes accusations étaient fondées, la succession de Richard Harrington était non seulement compromise, mais Sarah Jenkins faisait face à des accusations pénales graves. J'ai regardé Sarah. Elle me fixait avec une haine pure, non diluée. Elle avait cru que était faible, que j'encaisserais l'humiliation comme toujours. Elle n'avait jamais imaginé que la brebis galeuse avait gardé en secret le ver qui allait dévorer son monde. Nous devons vérifier l'authenticité de cet enregistrement, déclara Maître Dubois sa voix grave. Il fit signe à l'un des avocats assistants. Prenez cette clé, installez-y, équipement adéquat. Nous allons écouter, ici et maintenant. Sarah tentait encore de protester mais ses mots se perdaient dans le silence qui était abattu sur la salle. Silence total, lourd, électrique. Tous les yeux étaient rivés sur le petit appareil qui allait déverrouiller la vérité gardée en secret. J'ai su, à cet instant précis où la salle est devenue silencieuse et où Sarah a été forcée de se taire, que ce jour-là, tout avait changé. Non pour moi, qui étais déjà en paix avec ma vérité, mais pour l'agresseur enfin exposé. Était enfin libéré de l'ombre de son mensonge. Caractère, 17 850, 18 900. Nous devons vérifier l'authenticité de cet enregistrement, déclara Maître Dubois, sa voix grave, écho de son autorité professionnelle balayant les derniers vestiges de la fureur de Sarah. Il fit signe à l'un des avocats assistants,
un homme discret du nom de Gérard, dont le visage reflétait désormais une curiosité professionnelle mêlée d'une peur bien palpable face au désastre imminent. Prenez cette clé, installez lit, équipement adéquat. Nous allons les écouter, ici et maintenant. Gérard, conscient du poids des milliards qui reposaient sur cette petite clé noire, s'empara de l'objet avec une minutie presque religieuse. Il se dirigea vers le coin de la pièce où une petite table servait d'annexe technologique pour les présentations. Le bruit du portable professionnel qu'il ouvrait, un modèle ultra plat et silencieux, résonna pourtant dans l'atmosphère surchargée, comme un compte à rebours. Était le bruit froid et implacable de la technologie, s'apprêtant à démasquer l'humain. Sarah, un instant auparavant la triomphatrice absolue, était maintenant une statue figée de terreur. Son teint cireux contrastait violemment avec la moquette bordeaux de la salle de conférence. La panique avait remplacé l'arrogance, laissant ses traits déformés, comme si son visage de perfection avait fondu sous une chaleur intense. Elle était incapable de s'asseoir mais ne parvenait plus à articuler une protestation cohérente. Sa bouche s'ouvrait et se refermait, ne laissant échapper que de courts sifflements, la respiration saccadée d'une personne qui se noie dans l'air sec. « Maître Dubois, vous ne pouvez pas faire ça !» parvint-elle à cracher, sa voix maintenant ténue, brisée. « C'est une intrusion inadmissible dans la vie privée, c'est une attaque orchestrée !» Elle a monté ça, Richard ne l'aurait jamais voulu. Je la regardais, toujours appuyée légèrement sur la table, la sérénité du prédateur qui a finalement acculé sa proie. Son désespoir était une musique douce à mes oreilles. Était la contrepartie exacte de l'humiliation que j'avais endurée il y a seulement quelques minutes, lorsque Richard, ou plutôt, l'ombre de Richard manipulée par elle, m'avait accusé de froideur d'âme. Mon silence était une arme plus puissante que n'importe quelle parole. Je ne lui devais plus rien. Je n'avais plus besoin de me défendre, car la preuve allait parler pour moi. La vérité allait se charger de la démolition. J'ai senti le tissu de mon manteau sur mes bras. Une légère odeur de poussière et de vieux papier émanant des archives de ce bureau notarial historique. L'ambiance était saturée non seulement par l'anticipation, mais par le parfum subtil et entêtant de la peur qui émanait de Sarah. 6 mois. Astérisque, j'avais porté ce secret comme un linceul, une armure. J'avais permis à Sarah de croire qu'elle avait gagné, que son mensonge était inscrit dans le marbre du testament. J'avais supporté le mépris de la famille et l'insulte des 10 000 $, sachant que cette ignominie était le prix à payer pour atteindre cet instant précis. Le moment où son triomphe public se transformerait en son effondrement public. Je pensais à Richard, à quel point il avait été aveugle, et surtout, à quel point il avait été désespéré d'aimer Sarah, sa nièce prétendument dévouée. Elle avait exploité sa faiblesse, sa solitude et sa confiance. Cette boîte à musique et la somme dérisoire haine n'étaient pas la preuve de ma froideur nung, mais la preuve de son emprise toxique sur l'esprit de Richard. Gérard se retourna, le câble audio branché et l'aile, écran du portable éclairant légèrement son visage. « Maître, c'est prêt. J'ai identifié le fichier. C'est un fichier audio non compressé, daté de 4 mois. » Maître Dubois hocha. Concernant Mademoiselle Harrington, acheva Maître Dubois, ajustant ses lunettes et semblant ignorer la vague de tension qui venait de traverser la pièce. Le notaire habitué aux drames successoraux était pourtant visiblement mal à l'aise face à la virulence de l'attaque publique de Sarah. Il posa le document et fixa Élise, son regard posé et interrogateur. « Voulez-vous apporter un commentaire à ces dernières déclarations, Mademoiselle Harrington ? Elles ne sont pas formellement incluses dans le codicille final, mais le défunt a, en effet, laissé une note manuscrite décrivant son inquiétude quant à l'impact que la vie de désordre, je cite, de certains membres de la famille, pourrait avoir sur la réputation de l'entreprise. » Sarah, assise à ma gauche, affichait un sourire triomphant et condescendant, croisant ses jambes élégamment vêtues d'un tailleur Chanel impeccable. Elle se pencha légèrement vers moi, murmurant juste assez fort pour que les autres l'entendent. « Ne t'inquiète pas, Élise. Tu n'as rien à dire. Ton silence a toujours été ta meilleure qualité, même si elle cache un vide abyssal. » Ces mots étaient son dernier coup de poignard, l'ultime humiliation publique, la certitude que même après la mort de Richard, elle continuerait à me définir et à me rabaisser. Elle m'avait humiliée, une dernière fois, devant l'assemblée entière. Je la regardais droit dans les yeux. Le vide abyssal ? Non. Des années de mépris silencieux ? Oui, mais sous ce silence il y avait désormais une force tranquille et froide, forgée dans l'injustice. Je ne répondis pas à Sarah. Je m'adressais uniquement à Maître Dubois, dont le rôle ici était la loi, et non le jugement moral. Je crois qu'il est grand temps de corriger la version officielle de cette histoire, maître, dis-je d'une voix étonnamment stable, une voix que je n'avais plus utilisée avec cette fermeté depuis des années. Et je ne parle pas de la qualité de mon cœur. Je parle des finances de Richard. Sarah eut un rire aigu et forcé. Ses finances ? Vraiment, Élise, vas-tu enfin admettre que c'est toi qui as ruiné ? Elle s'interrompit brutalement, car je n'avais pas fini ma phrase. Lentement, avec une précision théâtrale qui n'était pas mon style habituel, mais que je savais nécessaire pour graver l'instant dans la mémoire de tous, je plongeai ma main dans le sac de cuir usé que j'avais posé à mes pieds. Chaque mouvement était délibéré, chaque silence entre mes paroles était pesant.
Je retirai l'objet de ma main. C était un minuscule enregistreur vocal numérique, discret, noir mat, que j'avais acheté en secret il y a 6 mois, sachant que je n'aurais qu'une seule chance d'obtenir la vérité. Je tenais entre mes doigts non pas un simple appareil, mais le poids de toutes mes années de douleur invisible. Je le tendis à Maître Dubois. Voici la véritable histoire de la chute de Richard Harrington, Maître Dubois. C'est la seule chose que je souhaite léguer à la mémoire de mon oncle, la vérité sur ceux qui l'ont véritablement trahi. Le notaire prit l'appareil avec une confusion professionnelle. Il regarda l'objet, puis Sarah, dont le visage avait subitement perdu toute couleur, ses lèvres minces tremblant légèrement. Le triomphe avait laissé place à une panique glacée et palpable. Elle comprit immédiatement ce que cet objet représentait. « Qu'est-ce que c'est que ça, Élise ? Tu es ridicule ! Tu ne vas pas !» commença-t-elle, sa voix se fissurant. Je la coupais, mon regard fixé sur le notaire. « Maître Dubois, s'il vous plaît, faites jouer la piste unique sur cet enregistrement. C'est l'aveu complet et détaillé de la fraude financière qui a précipité Richard dans la ruine et indirectement dans une crise cardiaque. » Le notaire hésita. L'atmosphère, déjà lourde, devint insoutenable. Tous les regards étaient rivés sur le petit appareil dans les mains de l'homme de loi, puis sur Sarah, dont le masque de perfection était en train de fondre sous la chaleur de la peur. L'héritière favorite, celle que Richard avait toujours vue comme la future dirigeante de son empire, se recroquevillait sous la lumière crue. Maître Dubois, respectant son protocole, examina l'appareil. Il y avait une petite étiquette sur l'aile, écran indiquant la date et l'heure. L'enregistrement avait été fait 6 semaines avant la mort de Richard. Il hocha la tête, soupira, et, sans un mot, appuya sur le bouton « Play ». Un silence plus profond encore s'installa, le silence total qui précède l'explosion. Un bruit de fond léger, la réverbération d'une grande cuisine, puis une voix familière remplit la salle, mais ce N était pas la voix polie et douce que nous connaissions tous. C était la voix de Sarah Jenkins, plus dure, pleine d'une arrogance insouciante et d'une cruauté stupéfiante. Elle parlait à quelqu'un d'autre, probablement son complice, décrivant la mécanique de son crime. Il était si facile, tu sais. Richard devenait faible, sa mémoire flanchait. Il suffisait de réorienter les fonds, de signer quelques documents tard le soir et de lui faire croire qu'il avait oublié qu'il les avait autorisés. La voix de Sarah, enregistrée en secret, continuait, chaque mot résonnant dans la salle lambrissée. Il m'a regardé dans les yeux il y a 2 semaines, et il m'a demandé pourquoi les chiffres ne correspondaient plus. Je lui ai dit qu'il se faisait vieux, qu'il était pathétique, et qu'il devait se reposer. Il m'a cru, il m'a toujours cru. À chaque mot de l'enregistrement, le visage de Sarah se décomposait. Elle se leva brusquement, brisant la solennité de lit. Événement. C'est faux. C'est un montage. Élise, tu as fabriqué ça. Elle pointa un doigt tremblant vers moi, ses yeux injectés de rage et de terreur. Était la première fois que l'Assemblée voyait la véritable Sarah, dépouillée de son vernis social. Maître Dubois leva une main ferme, interrompant l'agresseur. Mademoiselle Jenkins, veuillez vous rasseoir. Le contenu d'un enregistrement soumis dans le cadre d'une contestation de succession, surtout lorsqu'il allègue une fraude criminelle ayant précipité la mort du testateur, sera examiné de près par la loi. L'enregistrement continua, décrivant comment Sarah avait manipulé Richard pour qu'il signe l'acte de donation majoritaire juste avant sa crise cardiaque, s'assurant qu'elle recevrait le contrôle total de l'entreprise avant que quiconque ne remarque le trou béant dans les comptes. Était une confession glaçante de cupidité et de trahison. Elle avait non seulement volé Richard, mais elle avait joué avec sa santé émotionnelle et mentale jusqu'à ce que son corps cède. Lorsque l'enregistrement atteignit sa fin, un court bip sonore retentit, signifiant que la piste était terminée. Le notaire appuya sur Siley. Stop. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, si dense et lourd qu'il semblait absorber toute la lumière et l'air. Était le silence du choc absolu, le moment où la réalité, brutale et inattendue, venait d'écraser la fiction entretenue pendant des années. Je pouvais sentir tous les regards sur moi, mais pour la première fois, ce N était pas le mépris ou la pitié que je lisais. Était la stupéfaction, la compréhension et, chez certains, une horreur silencieuse. J'ai révélé la vérité. Maître Dubois retira ses lunettes, les posa sur la table de chêne et regarda Sarah, qui était maintenant debout, pétrifiée, les mains serrées en poing. Son arrogance avait disparu, remplacée par la déchéance. Il s'adressa à la salle, sa voix claire et sans émotion. En ma qualité d'officier de loi et exécuteur testamentaire, et en présence d'une preuve aussi accablante d'une fraude potentielle et d'une manipulation ayant conduit à un préjudice financier et moral sur le défunt, je n'ai d'autre choix que d'invoquer immédiatement l'article 11.4 du Code successoral. Il fit une pause dramatique, fixant la documentation devant lui. Tous les legs mentionnés en faveur de mademoiselle Sarah Jenkins sont immédiatement gelés. La succession entière est placée sous scellé le temps qu'une enquête complète soit menée par les autorités compétentes de New York sur la base de cet enregistrement. Sarah poussa un cri étranglé, un son plus animal qu'humain, qui ne parvint pas à briser le silence général du choc. L'agresseur était démoli publiquement. Le pilier de la famille Harrington, l'héritière désignée,
celle qui m'avait appelée la brebis galeuse sans cœur, était exposée devant tout le monde pour la criminelle qu'elle était. Son monde, construit sur le mensonge et le vol, venait de s'effondrer comme un château de cartes. Je me suis levée, doucement, sans précipitation. Je n'avais rien gagné de cette lecture de testament. Mon legs restait la minuscule somme symbolique que Richard m'avait accordée. Mais j'avais gagné ma dignité, j'avais repris ma voix. Je n'avais pas besoin de la fortune de Harrington, j'avais besoin de la justice pour Richard et pour moi-même, après des années d'humiliation et de calomnie. Sarah, comprenant l'ampleur de sa chute, s'est effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, non pas par remords mais par la honte d'être découverte. Ses larmes de rage ne touchaient personne. Le silence total persistait, chaque membre de la famille essayant de redéfinir la réalité qu'il venait d'entendre. Je me suis approchée de la porte. J'ai jeté un dernier regard sur la pièce. Maître Dubois était déjà en train de téléphoner, sans doute aux avocats de la famille. Sarah était une masse tremblante. Les autres, les oncles et tantes, étaient sidérés. Je n'avais pas besoin de les regarder plus longtemps. En sortant de cette salle opulente et glaciale, en laissant derrière moi le chaos de la vérité et la déchéance de celle qui m'avait tant rabaissé, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. La libération, n'était pas financière, elle était spirituelle. J était enfin reconnue, non pas comme la brebis galeuse, mais comme celle qui avait le courage de la vérité. Ce jour-là, tout avait changé, non pour mon compte bancaire, mais pour mon âme enfin libérée. J'avais récupéré la seule chose qu'il n'aurait jamais pu me prendre, mon honneur. Je me suis levée, doucement, sans précipitation. Ce mouvement, simple et physique, contrastait violemment avec le séisme émotionnel que je venais de provoquer. Je n'avais rien gagné de cette lecture de testament. Mon legs restait la minuscule somme symbolique que Richard m'avait accordée, une somme dérisoire qui, quelques minutes auparavant, avait servi à souligner mon insignifiance. Mais la valeur de ce que j'avais obtenu ne se mesurait pas en dollars. J'avais gagné ma dignité. J'avais repris ma voix. Le silence imposé par des années de condescendance et d'accusations injustes venait d'être brisé par la voix même de mon accusatrice, enregistrée, figée dans son infamie. Je n'avais pas besoin de la fortune de Harrington. J'avais besoin de la justice pour Richard, dont l'honneur avait été piétiné, et pour moi-même, après des décennies d'humiliation et de calomnie. Mon regard croisa à nouveau celui de Sarah. Elle était encore assise, ou plutôt affalée, sur sa chaise recouverte de velours vert foncé. Son tailleur Chanel, symbole de son statut et de sa perfection méticuleuse, paraissait soudain froissé, sale, malgré son prix. Elle avait enfoui son visage dans ses mains. Non pas par remords, je savais qu'elle n'en éprouvait aucun, mais par la honte atroce d'être découverte, d'être exposée dans sa véritable cruauté devant un public dont l'estime était son unique monnaie. Son corps entier tremblait de façon incontrôlable. Et un bruit de respiration rauqueau échappait entre ses doigts, une plainte animale dépourvue de toute élégance. Ses larmes de rage, chaudes et inutiles, mouillaient le tissu coûteux de ses manches. Elle ne touchait personne. Le silence total persistait, si pesant qu'il semblait exercer une pression physique sur les tympans. Était le silence des statues, celui qui suit l'effondrement d'un mythe. Chaque membre de la famille, figé dans une pose de stupeur, était en train de redéfinir la réalité qu'il venait d'entendre, de recalculer ses propres alliances et ses jugements passés. Je pouvais sentir les yeux de ma tante Hélène, d'habitude si prompte à me juger pour mes choix de vie modestes, fixés sur moi avec une terreur mêlée d'un respect contraint. Mon oncle George, le plus calculating de tous, tenait sa mâchoire si fermement qu'il semblait sur le point de la briser. Il n'osait pas regarder Sarah, de peur d'être éclaboussée par l'opprobre. Il réalisait que la brebis galeuse de la famille n'était pas celle qu'il croyait. La véritable peste, celle qui menaçait de faire s'effondrer le nom et la fortune des Harrington, était leur favorite, leur égérie. Je fis quelques pas vers la porte, le parquet de chêne massif, craquant légèrement sous mes talons, un son minuscule qui résonna comme un coup de fusil dans cette cathédrale de silence. Je m'arrêtai à côté de Maître Dubois, qui avait déjà décroché le téléphone, l'appareil de dictée vocale toujours posé sur la table comme une grenade dégoupillée. Le notaire, d'ordinaire impassible, affichait un air de gravité profonde, le poids de la loi pesant sur ses épaules. Il leva les yeux vers moi, et dans son regard, je ne trouvai aucune pitié, mais une forme de reconnaissance professionnelle, presque solennelle. « Mademoiselle Harrington », murmura-t-il, sa voix basse, pour ne pas interrompre son appel qu'il tenait éloigné de sa bouche. « Ce que vous avez fait, cela modifie non seulement l'exécution testamentaire, mais potentiellement le cours de plusieurs vies, et la trajectoire de l'entreprise Harrington pour les années à venir. La véracité de l'enregistrement sera confirmée, bien sûr, mais... » Il s'interrompit, ne trouvant pas les mots pour exprimer l'ampleur de ma vengeance tranquille. Je hochai la tête, acceptant la lourdeur de mon acte sans ciller. « Je n'attendais rien en retour, Maître Dubois, » répondis-je, ma propre voix redevenue normale, étonnamment calme au milieu du chaos. Sauf la vérité, Richard méritait mieux que l'histoire qu'elle allait raconter de sa fin. Il me regarda un instant de plus, puis une ombre de sourire, presque invisible, effleura ses lèvres. Était le signe d'un respect professionnel que je n'aurais jamais pu gagner par un héritage.
Il retourna à son appel, sa voix reprenant son formel pour dicter les instructions concernant la mise sous séquestre immédiate des biens. Je jetai un dernier regard sur la pièce. L'opulence de la salle, avec ses boiseries sombres et ses tableaux de maître, n'avait jamais été aussi froide, aussi oppressive. Sarah était une masse tremblante, son élégance réduite à néant, son avenir suspendu à un fil judiciaire. Elle était brisée non pas par moi, mais par son propre ego et sa cupidité démesurée. Les autres, les oncles et tantes, étaient sidérés, leurs visages pâles se reflétant faiblement dans le vernis des tables. Ils étaient silencieux, condamnés à absorber cette réalité nouvelle et amère. Je n'avais plus besoin de les regarder. Leur opinion, leur mépris passé, tout cela était devenu de la poussière. Je me détournai et fis les premiers pas vers la sortie, traversant le seuil de la double porte massive. L'air du couloir, frais et neutre, me frappa comme une douche glacée, un contraste bienvenu avec l'atmosphère saturée de peur et de colère que j'avais laissée derrière moi. En sortant de cette salle opulente et glaciale, en laissant derrière moi le chaos de la vérité et la déchéance de celle qui m'avait tant rabaissé, j'ai senti un poids immense se soulever de mes épaules. Ce haine était pas le poids d'un deuil, mais le fardeau d'une vie passée à me justifier ou à subir le silence. La libération haine était pas financière, elle était spirituelle, morale et complète. La petite somme sur le codicie n'avait aucune importance. Ce jour-là, j'avais récupéré la seule chose qu'il n'aurait